Mise en examen de l'adolescent qui a attaqué à la machette un enseignant juif à Marseille. Le débat sur la kippa suscité par cette agression antisémite gagne la sphère politique. Pour François Hollande, il est insupportable que des citoyens français estiment nécessaire de se cacher. La gestion rapide de l'incident témoigne du réchauffement des relations entre les États-Unis et l'Iran. Téhéran a relâché les 10 marins américains arrêtés dans le Golfe. Décryptage à suivre dans un instant. Plus de 70 ans après la Shoah, Mein Kampf redevient un succès de librairie. Tombé dans le domaine public depuis 2 semaines, le livre qui suscite la polémique est déjà épuisé en Allemagne. Bienvenue si vous nous rejoignez sur I24 News. On ouvre cette deuxième partie avec ces derniers éléments dans l'affaire Abu Ghdeir, cet adolescent palestinien brûlé vif en 2014. L'affaire avait suscité une vive émotion. On en parle avec vous, Cyril Amar. Il y a donc du nouveau ce soir. Bonsoir. Oui, rappelez-vous, fin novembre, c'est le tribunal de district de Jérusalem qui les avait déclarés coupables, ces 2 mineurs, donc d'avoir enlevé et brûlé vif Mohamed Abu Ghdeir, un adolescent palestinien du camp de réfugiés de Chouafat à Jérusalem. C'était en 2014. Et bien aujourd'hui, l'accusation réclame donc leur réclusion à perpétuité. C'est une peine bien trop lourde pour les avocats de la défense. Pourquoi ? Parce que selon eux, ce type de crime pour des mineurs doit avoir la peine maximale de entre 16 et 22 ans d'emprisonnement. La justice, elle, doit encore se pencher sur l'état mental d'un 3e accusé qui est majeur, lui, Youssef Raïm Ben David. C'est l'instigateur du meurtre, c'est le seul majeur donc de cette cellule. Le père de la victime, Hassan Abu Ghdeir, lui, veut aller encore plus loin. Il exige que la maison des assassins soit démolie, comme c'est le cas lorsqu'il s'agit de terroristes palestiniens. On l'écoute. Nous réclamons justice de la part de l'État. Si la démocratie existe en Israël, leur maison doit être démolie comme le sont celles des Arabes coupables de crimes anti-juifs. C'est cela la démocratie. Ce n'est pas une, mais 5 ou 6 peines de réclusion à perpétuité qui devraient être prononcées pour que jamais ils ne sortent de prison. Voilà, alors dans le contexte actuel, alors que 2 juifs israéliens radicaux sont inculpés pour un autre crime anti-palestinien, celui du meurtre d'un bébé palestinien dans la localité de Douma en Cisjordanie, eh bien, on peut imaginer que les juges puissent pencher pour une peine exemplaire. Réponse le 4 février prochain avec le verdict. Et vous suivez l'affaire. Merci Cyril Amar. L'incident aura été de courte durée. L'Iran a finalement relâché les marins américains arrêtés hier après s'être égarés dans les eaux territoriales iraniennes. Tout a été fait pour éviter une crise au moment où les relations entre Téhéran et Washington se réchauffent. Décryptage à suivre dans un instant, mais d'abord le rappel des faits. Les 10 militaires américains sont désormais libres. L'Iran l'affirme, l'entrée des 2 bateaux dans les eaux territoriales du pays n'était pas intentionnelle. Notre conclusion finale est que cette intrusion n'était pas destinée à l'espionnage. Ils ont atteint la région en raison d'un mauvais fonctionnement de leur système de navigation et ils ne savaient pas qu'ils étaient proches du territoire iranien. C'est donc involontaire et non intentionnel. Hier, en fin d'après-midi, l'Iran appréhende 2 navires militaires de la marine des États-Unis. Les 2 bateaux avaient dérivé sur 2 km. Les 10 militaires à bord sont emmenés sur l'île iranienne de Farsi avant d'être questionnés. Les États-Unis réagissent très vite. John Kerry et son homologue iranien s'entretiennent par téléphone et trouvent un accord. Ils vont bien, ils sont en bonne santé, ils ont été autorisés à communiquer la nuit dernière grâce à une interaction diplomatique et militaire avec nos 2 pays. Les États-Unis se sont engagés auprès de l'Iran à ne plus répéter de telles erreurs. Cet incident intervient en plein rapprochement entre les 2 pays, 35 ans après la rupture de leurs relations diplomatiques. Et depuis Paris, on rejoint tout de suite Christian Mallard, notre consultant diplomatique. Bonsoir Christian. Bonsoir Daniel. Alors l'incident, on l'a vu, a été réglé rapidement entre Téhéran et Washington pour éviter une crise. C'est le signe du réchauffement des relations entre les 2 pays ? Oui, si on veut, mais vous imaginez Daniel, le même type d'incident, il y a 2-3 ans en arrière. On aurait vu ces mêmes militaires livrés en pâture, humiliés devant la chaîne de télévision iranienne pour montrer que les Iraniens, pour qu'ils montrent qu'ils savent répondre aux grands satans américains. Et aujourd'hui, je dois dire que ce que j'appelle l'ayatollarchie au pouvoir est tellement pressé de toucher les dividendes de l'accord qu'ils ont signé sur le nucléaire avec les Américains que maintenant ils font tout pour ne pas commettre la moindre erreur qui puisse compromettre l'entrée en vigueur de ce traité qui est en principe prévu pour dimanche prochain.
Alors en principe, vous faites bien de le dire, puisqu'entre-temps, il y a la IEA qui doit assurer vendredi que l'Iran a tenu ses engagements. Est-ce que ce n'est qu'une formalité ou bien l'accord peut encore capoter à l'heure qu'il est ? Au Moyen-Orient et avec les Iraniens, tout est possible. Mais c'est vrai que c'est le verdict des inspecteurs de la IEA qui sont sur le terrain qui va conditionner l'entrée en vigueur de cet accord dont je vous disais que si tout va bien, il aurait lieu dimanche. Maintenant, faisons le point. Les Iraniens ont accepté de détruire leurs centrifugeuses en les faisant passer de 19 600 à 6 000, ce qui limite considérablement la possibilité de poursuivre leur programme nucléaire. Ils ont rendu à l'étranger, je crois que c'est en Russie, qu'ils ont envoyé leur stock d'uranium faiblement enrichi, la presque totalité. Alors maintenant, il y a la grande question, et là je réponds à votre question, la grande question c'est, est-ce qu'ils vont décider d'enlever le cœur du réacteur nucléaire de la centrale de Arak où l'on produit du plutonium? Car chacun le sait, avec le plutonium, eh bien on arrive à la bombe nucléaire. Donc c'est là que se joue la décision dimanche. Si tout se passe bien, si les Iraniens ne montrent pas de blanche, à ce moment-là, eh bien, l'accord devrait entrer en vigueur. Et si l'accord entre en vigueur, cela veut dire qu'il va y avoir la levée des sanctions et donc déjà 250 millions de dollars d'avoirs iraniens. La grande question, c'est de savoir qu'est-ce que l'Iran va faire de cette manne. Alors, de cette manne financière, en effet, vous avez raison, Daniel. La question, c'est que si on lève les sanctions de façon progressive, on va leur donner petit à petit, on leur doit 100 milliards de dollars. Que vont faire les Iraniens? Que va faire ce régime de cet argent? Là, vous avez une majorité d'Iraniens et surtout toute cette jeunesse qui espère que cette manne financière va leur permettre de vivre plus décemment, que l'économie va bien se porter et que l'Iran va avoir un autre visage. Maintenant, moi, je reste beaucoup plus prudent parce que connaissant la nature de ce régime, je ne les vois pas changer comme ça du jour au lendemain et j'ai plus le sentiment, mais peut-être serais-je démenti par les faits, j'ai plus le sentiment que ce régime va utiliser cet argent pour renforcer sa position, pour étendre son influence sur l'ensemble du Moyen-Orient, c'est-à-dire aider le Hezbollah, le Hamas aux portes d'Israël, aider la Syrie, le régime de Bachar el-Assad, de mettre la main davantage sur l'Irak qui est déjà considérablement inféodé au régime iranien, et tout ça, bien entendu, dans la lutte qu'ils sont en train de mener contre l'Arabie saoudite, tenante de la ligne sunnite, avec ses alliés dans la région. Donc vous voyez que je reste très prudent concernant l'utilisation de cette manne financière dont vous venez de parler. Merci pour ce décryptage, Christian Mallard, depuis Paris. Merci, Daniel. On prend à présent en direction des États-Unis, car pour son dernier discours devant le Congrès, Barack Obama a joué la carte de l'optimisme. Le président américain a souligné la vigueur de son pays. Il a minimisé également la menace que représente l'État islamique. On va se rendre sur place dans un instant pour faire le point sur les réactions, mais d'abord les grandes lignes de ce discours. C'est avec Océane Nicole. Obama fait le bilan. Ce mardi, le président américain s'est exprimé pour la dernière fois sur l'état de l'Union, l'occasion de revenir sur cette année de présidence. Menaces terroristes, Cuba, économie, tous les sujets ont été évoqués par Barack Obama. L'État islamique a mobilisé une grande partie de son discours. Le président appelle les Américains à ne pas succomber à la peur. Pour Obama, pas question de parler de troisième guerre mondiale, mais la menace est pourtant constante et réelle. Both Al-Qaeda and now ISIL pose a direct threat to our people. Al-Qaïda et maintenant l'État islamique sont une menace directe pour notre population parce que dans notre monde aujourd'hui, même une poignée de terroristes qui ne respectent pas la vie humaine, y compris la leur, peuvent faire des dégâts. Ils utilisent Internet pour endoctriner les jeunes de notre pays. Leurs attaques déstabilisent nos alliés. Nous devons les faire sortir. Le président américain s'est félicité de l'économie de son pays, la plus forte et la plus durable du monde. Obama a également souligné l'énorme avancée dans les relations avec Cuba. Il l'affirme, la guerre froide est terminée et il faut renforcer la crédibilité des États-Unis sur le continent d'Amérique latine. Après les félicitations, passe au regret. Barack Obama déplore les querelles et attaques récurrentes entre républicains et démocrates. C'est l'un des regrets de ma présidence, que la rancœur et la méfiance entre les partis a empiré au lieu de s'améliorer. Sans doute un président avec le nom de Lincoln ou Roosevelt aurait pu mieux combler cette division et je vous garantis que je vais continuer à faire de mon mieux tant que je serai dans ce bureau. À 12 mois de son départ, le 44e président des États-Unis divise encore les Américains. Selon un dernier sondage, 46% approuvent l'action de Barack Obama à la Maison-Blanche.
Et on rejoint tout de suite à New York notre correspondant David Benaïm. Bonsoir, comment ce discours ultime de Barack Obama a-t-il été accueilli sur place ? Des réactions enthousiastes côté démocrate et très mitigées côté républicain. Le clivage entre les partis est plus intense que jamais en pleine campagne présidentielle. Tous les candidats républicains se sont d'ailleurs précipités sur leur compte Twitter pour critiquer avec ferveur un discours politique qui divise. Trump, avec sa rhétorique habituelle, a dénoncé un State of the Union soporifique, sans substance, difficile à regarder. Traditionnellement, le parti opposé au président s'adresse à la nation tout de suite après le discours sur l'état de l'Union. Hier soir, c'est la gouverneure de Caroline du Sud, Nikki Haley, qui s'y est collée. Et elle a également essuyé de nombreuses critiques de son propre camp pour avoir dénoncé à demi-mot les supporters de Donald Trump qui succombent à la colère et à la tentation des discours de haine. Elle a insisté sur le fait que celui qui parle le plus fort n'est pas forcément la voix de la raison. Retenez son nom, Nikki Haley. Il y a de fortes chances qu'on la retrouve sur le ticket républicain pour la vice-présidence des États-Unis si Donald Trump ne remporte pas la primaire. Alors ce discours, c'était la dernière occasion pour Barack Obama de s'adresser aux Américains en prime time avant que le pays ne bascule complètement dans la frénésie électorale. Et pour certains experts, Barack Obama a mis un pied dans cette campagne. Oui, l'ensemble de la classe politique et des médias attendaient un State of the Union qui glorifie les accomplissements d'Obama. Et depuis quelques semaines, l'entourage du président promettait un discours optimiste tourné vers le futur. Et c'est vrai que le Barack Obama d'hier soir rappelait fortement le candidat de 2008, idéaliste et combatif. Il a dressé une feuille de route pour la dernière année de sa présidence, mais pas seulement. C'est un véritable programme destiné au futur président démocrate ou républicain d'ailleurs qu'il a présenté, se positionnant comme le fondateur d'une nouvelle génération en marche, toujours plein d'espoir et d'ambition, sur la cause du changement climatique, de l'égalité des droits, sur l'économie américaine, et même à la manière de Kennedy qui rêvait d'envoyer un homme sur la Lune en lançant une initiative nationale pour trouver une cure contre le cancer. Alors il ne concrétisera probablement pas ses grandes idées dans l'année qui lui reste au pouvoir, mais il démontre déjà qu'il est parti en campagne pour tenter d'y parvenir. Il est d'ailleurs aujourd'hui en Louisiane et dans le Nebraska pour porter son message d'optimisme auprès des Américains. Merci David Benaïm en direct de New York pour i24 News. Alors ce discours, il aura également été l'occasion de faire le bilan pour Barack Obama. Que retiendra-t-on de la politique du président américain au Proche-Orient? Élément de réponse avec David Klezewski. Bilan positif ou pas, Barack Obama a tenté d'appliquer à la lettre le programme pour lequel il a été élu en 2008. Fatigués par les guerres d'Irak et d'Afghanistan, les Américains se montrent sensibles aux politiques de retrait, de retenue et de main tendue, tous azimuts, prônés par le candidat Obama. Main tendue version sunnite, acte 1. Dans une apparition historique à l'université Al-Azhar au Caire en 2009, Barack Obama prononce un discours de réconciliation avec le monde musulman. Certains critiquent une approche trop naïve. Il n'existe pas un, mais plusieurs mondes musulmans. Par ailleurs, le mot terrorisme n'apparaît pas une seule fois dans cette longue allocution. Je suis convaincu que pour avancer, il doit y avoir un effort soutenu pour s'écouter, apprendre l'un de l'autre et chercher des terrains d'entente. Main tendue version chiite, acte 2. Le rapprochement obstiné avec le régime iranien au cours des 2 mandats Obama aboutit en 2015 à un accord nucléaire avec Téhéran. L'Iran sort grand vainqueur des nouveaux équilibres au Moyen-Orient. Washington perd de sa crédibilité auprès de ses alliés traditionnels, c'est-à-dire États arabes sunnites, mais aussi Israël. Et concernant l'État hébreu, les écarts sont grands entre Barack Obama et Benjamin Netanyahou, y compris sur le dossier israélo-palestinien. Le président américain met la pression sur les questions territoriales et de frontières. Pourtant, l'histoire d'Oslo et des négociations montre que les positions entre Jérusalem et Ramallah bloquent sur d'autres enjeux comme le contrôle des lieux saints ou la question des réfugiés. L'administration américaine et l'émissaire John Kerry jettent l'éponge courant 2015. Point culminant de cette brouille Obama-Netanyahou, le discours prononcé par le Premier ministre israélien face au Congrès en mars de la même année. Les parlementaires sont séduits, la Maison-Blanche beaucoup moins. Benjamin Netanyahou a remis en cause publiquement une partie de la politique extérieure américaine. Au Moyen-Orient, le locataire de la Maison-Blanche a par ailleurs été accusé d'avoir négligé certaines menaces islamistes. Obama reconnaît bien la présence d'extrémistes, mais pas l'existence d'idéologies structurées et destructrices. L'idéologie de l'État islamique est creuse, elle n'a aucune valeur aux yeux des humains. Ils ne font que terroriser leurs voisins et ils n'ont rien à offrir si ce n'est un esclavage à leur vision creuse du monde.
Barack Obama avait hérité d'une situation délicate après George Bush. Les rêves de grand Moyen-Orient démocratique et prospère n'avaient pas abouti. Obama laissera à son successeur un Moyen-Orient encore plus instable, miné par l'émergence de mouvements islamistes. Il a écopé de 10 ans de prison et de 1000 coups de fouet. Son seul tort, avoir animé un blog. Le Saoudien Raif Badawi, emprisonné depuis 2012, est devenu un symbole de la lutte pour la liberté d'expression dans le royaume wahhabite. Mais un nouveau coup dur vient de le frapper. Rudi Saada, c'est sa sœur Samar qui vient d'être arrêtée par les autorités saoudiennes. Oui, l'arrestation s'est déroulée hier et l'information a été relayée aujourd'hui par Amnesty International. Alors elle s'appelle Samar, elle aurait été arrêtée hier à Jeddah devant sa fille qui n'est âgée que de 2 ans et interrogée pendant plus de 4 heures avant d'être mise en prison, incarcérée à la prison de Daraneh. Alors les autorités saoudiennes lui reprochent d'avoir animé le compte Twitter de son ex-mari qui s'appelle Walid Aboukaïr. C'est un militant des droits de l'homme qui lui purge une peine de prison de 15 ans pour outrage et elle sera donc présentée au juge dès mercredi. C'est un message clair adressé à la communauté internationale. Oui, parce qu'il faut rappeler qui est Raif Badawi. En fait, il animait un blog de réflexion qui s'appelle le Liberal Saudi Network. En 2012, il est arrêté pour insulte à l'islam. Il est condamné, vous l'avez dit, à 10 ans de prison, à 1000 coups de fouet. Alors, ces coups de fouet ont été donnés en janvier 2015 et l'Arabie Saoudite a dû interrompre la torture. Il n'a été donné que 50 coups de fouet, mais cela a été terrible, 50 coups de fouet. Et l'Arabie Saoudite a dû interrompre cette torture sous la pression de la communauté internationale. Sa femme, qui est réfugiée au Canada, avait même reçu le prix Sakharov en octobre dernier, prix de l'Union européenne, qui récompense le combat pour la liberté d'expression. Donc vous l'aurez compris, Badawi est un véritable symbole. Et donc en arrêtant sa sœur, le régime saoudien décide d'envoyer un message fort, de durcir le ton et d'envoyer un message donc sans équivoque à tous ceux qui, dans le royaume, pourraient être tentés par ouvrir un blog ou tout simplement critiquer le régime. Rappelons quand même que l'Arabie Saoudite est sur la liste noire des pays ennemis d'Internet, une liste qui est publiée chaque année par Reporters sans frontières. Voilà, stratégie dans la même lignée des exécutions du Nouvel An. Merci Rudi Saada pour ce décryptage. Sa réédition a fait l'objet de toutes les polémiques. Mein Kampf est déjà épuisé en Allemagne depuis le 1er janvier. Le manifeste d'Hitler est tombé dans le domaine public et c'est un véritable succès de librairie. Le premier tirage a été écoulé avant même sa sortie sur le marché. On en parle tout de suite avec Shlomo Balzan, guide à Yad Vashem. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous expliquez ce succès? Est-ce qu'on doit s'en inquiéter? Alors, je ne sais pas exactement comment l'expliquer. Il y a sûrement une curiosité malsaine d'enfin découvrir le livre Mein Kampf de Hitler. Je pense que cette curiosité peut être expliquée par le fait que une grande partie n'avait jamais lu Mein Kampf et maintenant qu'il est en libre et qu'on peut le lire d'une façon tout à fait libérée, peut attirer beaucoup de gens. Les gens qui voulaient lire Mein Kampf, les gens mal intentionnés, nazis ou néo-nazis, avaient tous les loisirs de le lire sur Internet, dans des sites antisémites et racistes. Ce qui m'inquiète, c'est que le mot succès de librairie m'inquiète beaucoup. Je ne sais pas exactement comment expliquer ce phénomène, mais il est clair que maintenant, il y a peut-être une permission de lire Hitler, et les gens vont se précipiter dessus. Maintenant, on peut le lire librement, on va acheter le livre, et c'est un peu inquiétant. J'espère que parallèlement, il y aura également beaucoup de gens qui vont lire la parole non pas des assassins et non pas des nazis, mais des victimes. Et je sais qu'il y a de plus en plus de témoignages de victimes, de rescapés des camps, de rescapés des ghettos, de gens de la seconde génération, et que ça attirera également l'envie de lire non pas la parole des assassins, mais la parole des gens qui ont disparu. Alors au-delà des curieux justement malsains, est-ce que cette réédition avec des annotations, des analyses peut être une ressource pour les universitaires? Ah, ça c'est clair que de toute façon, ceux qui veulent étudier les sources du nazisme,
les mots employés, la force des mots, les mots qui tuent, c'est très important. Il faut que ça soit étudié, qu'on sache exactement que disait Hitler et que voulaient les nazis. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont pas lire les explications qui sont autour ou les remarques qui sont autour, mais qui vont se précipiter sur les phrases chocs du livre de Hitler, notamment contre les juifs et d'autres minorités ou d'autres partis politiques condamnés par le nazi. C'est ça qui fait peur, c'est que à force, on peut vouloir étudier d'une façon honnête et d'une façon très précise ce qui s'est passé exactement et qu'est-ce qu'a dit les nazis. Mais est-ce qu'on va vraiment tout lire et lire les remarques? Ça, je ne peux pas savoir. Merci beaucoup Shlomo Balzan pour cette réaction sur notre antenne. Et on s'intéresse à présent au dopage dans le sport russe, car c'est demain que sort la deuxième partie du rapport explosif de la Fédération internationale d'athlétisme. Il concerne les athlètes russes. Depuis novembre, ils sont littéralement empêchés de travailler. Des emails, des lettres et plusieurs rapports. La Fédération internationale d'athlétisme était au courant depuis 2009 du dopage dans l'athlétisme russe, un usage systématique révélé par l'agence de presse américaine Associated Press. Les deux fédérations auraient ensemble masqué le dopage sanguin des athlètes russes lors des Jeux olympiques de Londres en 2012. C'est une lettre de Pierre Weiss qui fait éclater le scandale. L'ancien secrétaire général de l'instance internationale s'adresse à celui qui était à l'époque trésorier de la fédération, aujourd'hui suspendu à vie. Les valeurs sanguines des athlètes russes deviennent tellement problématiques que des mesures immédiates et drastiques doivent être prises. En novembre dernier, la Fédération internationale d'athlétisme a suspendu la fédération russe, suspendue pour une durée indéterminée, suspendue pour dopage organisé de manière systématique. Impossible depuis pour les athlètes russes de disputer la moindre compétition internationale. Naturellement, les athlètes le vivent très mal. Beaucoup dénoncent des accusations calomnieuses. Je peux dire que je ne me suis jamais dopée. Nous sommes devenus victimes de cette situation. Ce jeudi, une commission indépendante de l'Agence mondiale antidopage publie la deuxième partie du rapport. Allez, un peu de légèreté pour terminer cette édition. Vous les croisez à chaque coin de rue. À Tel Aviv, ce sont les chiens. La ville blanche s'affiche résolument dog-friendly. C'est un reportage signé Fleur Citruc. En 20 ans, la population de chiens a triplé à Tel Aviv, alors que pendant la même période, le nombre d'habitants n'augmentait que de 20%. Dans certains quartiers, jeunes et branchés comme à Florentine, on compte jusque 5000 chiens au kilomètre carré. Fooding, habillement, dog-sitter, taxi et même télé pour chiens. Tout un business s'est développé autour de Médor. Et dans le pays de la high-tech, les applis bien sûr se sont multipliées. Là, je cherche une application pour trouver où se trouve le parc le plus proche. Donc là, j'ai trouvé, voilà. On voit qu'il y a le Ganmeir à côté et il y a tous les copains de Shekel qui l'attendent déjà. On va au parc? Shekel, on va au parc? Tel Aviv compte plus de 60 parcs réservés aux chiens. La ville s'affiche résolument dog-friendly. Proportionnellement à la population, il y a 20 fois plus de parcs pour chiens à Tel Aviv qu'à New York ou Los Angeles. Et regardez là, on se trouve à la fourrière municipale. Près de 1000 chiens passent ici chaque année. Et nous avons une politique de no-kill. Aucun chien n'est piqué. Certains restent parfois ici 1 an ou 2 jusqu'à ce qu'on leur trouve un foyer. Tel Aviv est sans doute le seul endroit au monde où des chiens sont admis dans un centre commercial, ont leur propre plage et bénéficient même de traitements de médecine douce. Qu'élève, un pointer de 13 ans, était paralysé suite à une chute de 4 étages.
Généralement, les gens qui utilisent la médecine holistique pour eux-mêmes en connaissent les bienfaits et ils veulent en faire bénéficier leurs animaux domestiques. Bon, en plus, dans le cas de Kelev, la médecine classique n'a pas pu l'aider alors qu'il était paralysé pendant 2 semaines. Des amis à 4 pattes chouchoutés. Pourtant, chiens et traditions juives n'ont pas toujours fait bon ménage. Une fois de plus, Tel Aviv fait figure d'exception en Israël. La plupart des jeunes en Israël viennent vivre à Tel Aviv pour au moins quelques années et là ils essaient de développer un style de vie plus en phase avec le monde global. Ils veulent profiter de l'instant présent, vivre au jour le jour, loin de l'engagement qui est requis par la société israélienne et ses idéaux nationalistes. Le chien est un accessoire de ce mode de vie plus individualiste. Et selon une étude menée par l'université de Tel Aviv, les propriétaires de chiens, bien obligés de sortir Rex, connaissent mieux du coup leur quartier et ses habitants. Complètement has-been les sites de rencontres. Aujourd'hui, pour briser la glace à Tel Aviv, rien ne vaut